130 000 divorces par an, ça fait 350 divorces par jour, soit un divorce sur 1,8 mariage. Le divorce est donc un fait courant de notre société et pourtant on trouve encore à le remettre en cause. Et puis si on est au SMIC, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Les propos de cette journaliste, bien qu'un peu trash, relèvent d'un certain réalisme et posent la vraie question de l'indépendance financière des femmes aujourd'hui. On présente l'histoire de la femme et de ses libertés comme une lente progression jusqu'à aujourd'hui, dont on atteint le paroxysme à notre cher 21e siècle. Mais la femme jusqu'au 20e siècle a-t-elle toujours été sous la tutelle des hommes et sous leur dépendance financière? Les femmes ont-elles eu le droit de divorcer? En ont-elles eu les moyens? Cette vidéo va tenter de modestement répondre à cette question en s'appuyant sur le travail des sources de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge en passant par l'époque moderne et contemporaine. Tout d'abord, comme on parle de divorce, il est important d'évoquer les questions du mariage. Il y a trois sortes de mariage. Le premier mariage est par achat. Donc la famille de la femme reçoit une somme. Le deuxième mariage, c'est par rapt. Et enfin, le troisième mariage, c'est par consentement mutuel. En raison de ces différentes formes de mariage, on aura différentes sortes de divorce. Tout d'abord, le mariage dans l'Empire romain et la Grèce antique. Dans l'Empire romain, comme en Grèce, il est très mal vu d'être célibataire. Les célibataires payent même plus d'impôts que les gens mariés. Le mariage garantit une transmission des héritages. Chez les Grecs et les Romains, le mariage est défini comme un acte où un homme et une femme deviennent époux et entrent en état de vie commune et un lien d'alliance s'établit entre les familles. Le mariage n'est pas une relation de réciprocité sentimentale donc, mais c'est plutôt une histoire de business. Dans le cadre de ce mariage, l'homme n'a pas particulièrement d'obligation envers la femme, si ce n'est une certaine sécurité financière. Par exemple, en Égypte antique, un homme peut tromper sa femme avec un autre homme, ce ne sera pas considéré comme un adultère, mais par contre, ce sera le cas s'il va voir une autre femme. La femme, d'elle, on exige deux choses. La fidélité, pour garantir la légitimité des enfants, et dans ce cadre-là, on exige d'elle qu'elle reste dans sa maison. Donc les femmes n'ont pas le droit de découcher, elles n'ont pas le droit d'aller dormir ailleurs, elles doivent rester chez elles jour et nuit. On s'attendrait du coup à ce que dans ce genre de société, la femme n'ait pas tellement la possibilité de divorcer, et pourtant si. On conserve des traces de contrats de divorce demandés par les femmes au IIe siècle avant Jésus-Christ en Égypte antique. Dans ce divorce, la femme exige de son mari la restitution de sa dot. Le divorce est donc une pratique assez courante et le remariage est fréquent. Lorsque le mari expulse sa femme de chez lui, c'est la répudiation. En général, il y a répudiation dans les cas d'adultère. L'ex-mari, la plupart du temps, obtient la garde des enfants et il doit nécessairement rendre la moitié de la dot à la femme. Par rapport au vocabulaire, la repudium à Rome, c'est la répudiation, donc quand l'homme expulse sa femme de chez lui, et le divorcium, c'est tout simplement le divorce demandé par l'homme ou la femme. Bien qu'il soit plus facile pour un homme de demander le divorce lorsqu'il y a adultère, la femme, elle, peut demander le divorce pour les cas de maltraitance. On a d'autres causes, comme la dilapidation de la fortune, ou bien la dilapidation de la dot, lorsque le mari va voir les prostituées. Donc pour résumer, la femme grecque ou romaine est soumise à son mari et est sous sa tutelle financière. Mais elle a la possibilité de demander le divorce. La femme aura dans ce cas-là la moitié de sa dot. Donc on peut dire que la femme a une protection matérielle après le divorce. Maintenant, pendant la période médiévale. Pour cette période, on a deux formes de sources. Des sources dites normatives, donc des lois, des décrets, des lettres de rémission, etc. Et des sources narratives, donc des chroniques, des lettres, des récits. Le mariage à l'époque médiévale est vraiment la base de la société. Il est donc très fortement encouragé. Le célibat est possible, mais il correspond à des formes de vie particulières qu'on appelle des vocations religieuses, donc c'est le cas des moines et des moniales. Concernant la dissolution du mariage, on a deux grandes périodes. Donc la période avant 1215, le Concile de Latran, et la période après. Le Concile de Latran fait du mariage un sacrement, il est donc indissoluble. L'Église est omniprésente dans la société médiévale, elle interdit donc les séparations et divorce, sauf dans les cas d'inceste ou si l'un des deux parties veut se consacrer à sa vie religieuse. Tout remariage ou divorce est formellement interdit. Au Xe siècle, on impose la monogamie et l'indissolubilité du mariage. L'Église prône également une réciprocité dans les droits et devoirs des époux, donc comme le respect, la fidélité, etc. Mais l'Église n'est pas la seule à faire la loi. Il existe ce qu'on appelle les droits coutumiers. Donc ces droits-là vont dépendre de la région, du seigneur, de la ville. Ces lois coutumières peuvent donc autoriser dans certains cas les divorces, notamment celui par consentement mutuel. Donc on compte 4 formes de divorce ou séparation. Le divorce par consentement mutuel. Donc il autorise le remariage, c'est l'héritage direct du droit romain. Chez les Visigoths, la loi datant du 7e siècle explique que si un homme exige ou menace sa femme pour un divorce, il sera, je cite, publiquement puni de 200 coups de verge, honteusement flétri par la tonsure
ou bien condamnés à un exil définitif par le prince. La séparation par consentement mutuel interdit le remariage et c'est le cas où l'un des deux époux veut se consacrer à sa vie religieuse. Donc l'Église interdit le remariage dans ces cas-là puisque c'est séparation, mais en général les hommes se remarient. La troisième forme de séparation ou divorce, c'est la séparation qui est autorisée par l'Église et c'est les cas d'inceste. Ce genre de séparation est régulièrement demandé par les rois qui considèrent que leur mariage est soudainement incestueux puisque leurs femmes n'arrivent pas à leur donner une descendance. Enfin, la quatrième sorte de divorce ou séparation, c'est la répudiation de la femme par son époux. Selon le droit romain, encore une fois, il y a 4 raisons à cette répudiation. Tout d'abord l'adultère, l'usage de magie, le viol de sépulture ou si la femme est entremetteuse. Les arguments pour demander une séparation sont assez nombreux, mais régulièrement, l'argument principal, c'est l'adultère. Les hommes se plaignent de l'insoumission de leurs femmes, ce qui se traduit généralement par un refus de la part des femmes de coucher avec leur mari. Les cas de femmes battues sont assez fréquents au Moyen-Âge. Les sources racontent que les femmes battues pour se venger de leur mari vont les tromper. Donc à la base, le divorce demandé pour adultère est provoqué par le mari qui maltraite sa femme. Les autres arguments pour demander le divorce quand on est une femme, c'est également l'impuissance et la stérilité des hommes. Lors des séparations, les hommes doivent rendre leur dot à leur femme. Les hommes qui ne rendent pas leur dot à leur femme sont punis, de même qu'un fiancé qui abandonne sa fiancée est puni. Lorsque la femme demande une séparation, elle peut parfois se remarier, mais ça dépend des coutumes. Par exemple, chez les Burgondes, une femme qui se remarie sera traînée dans la boue, elle peut être même noyée dans la boue publiquement. Au VIe siècle, à l'époque mérovingienne, on trouve 3 grandes femmes qui peuvent illustrer des cas de séparation. On a tout d'abord le cas de Radegonde, femme du roi Clotaire Ier, qui demande à se séparer de son mari pour entrer au couvent. On a le cas ensuite de la charmante Berthegonde qui au départ veut quitter son mari pour entrer dans un monastère à Tours fondé par sa mère. Son mari évidemment lui interdit et ce qu'elle fait c'est qu'elle fuit avec ses biens et des navires s'installer dans la région de Bordeaux. Donc c'est l'exemple d'une femme qui se sépare de son mari pour mener une vie indépendante. Le dernier cas est celui d'une descendante des Gallo-Romains, Tétradie. C'est une jeune femme mariée à un homme qui avait tué sa mère et donc Tétradie tombe amoureuse du neveu de son mari. Évidemment son mari tue le neveu. Tétradie réussit à s'enfuir et rencontre un comte de la région, Didier, un veuf, qui l'épouse. Et à la mort de Didier, le premier mari de Tétradie la retrouve et lui fait un procès. Elle est donc jugée adultérine et elle doit rembourser financièrement son mari. À partir de 1215, donc le concile de Latran, le divorce est définitivement interdit, mais la séparation de corps peut être autorisée. Le divorce est donc une chose rare, mais les femmes ont toujours un plan financier par derrière. Donc épouser un autre homme, être sous la tutelle de leur frère, de leur père, de leur oncle. Elles ont une certaine sécurité financière. Mais les femmes les plus libres et les plus indépendantes sont les femmes veuves. Maintenant, le divorce sous les époques modernes et contemporaines. À ces périodes-là, le cas du divorce évolue énormément. Tout d'abord, en Europe, le protestantisme légalise le divorce en 1536. Donc pour résumer, en France, dans un pays catholique, le divorce est religieusement et légalement interdit jusqu'à la Révolution française. Les Lumières introduisent la notion de bonheur dans le mariage. Je cite, « Qui pourrait exiger du cœur de l'homme qu'il reste attaché là où il n'est pas heureux ?» Le bonheur est donc une des finalités du mariage. On a donc une évolution de l'institution du mariage qui introduit une notion de bonheur et d'investissement sentimental. En 1792, on autorise le divorce sous 3 conditions. La folie ou démence, le consentement mutuel et une incompatibilité d'humeur. Donc le mariage se banalise au fur et à mesure que les élites le pratiquent, comme c'est le cas de Napoléon Ier qui divorce de Joséphine de Beauharnais en 1809. En 1804, donc sous Napoléon Ier, le divorce est introduit dans le Code civil. Mais avec la monarchie de 1816, le divorce est de nouveau interdit. C'est en 1884, avec la loi dite Naquet, que le divorce est définitivement inscrit. Ce droit-là n'est pas modifié jusqu'en 1941 sous le régime de Vichy. Ce régime-là restreint le divorce, qui peut être demandé seulement après 3 ans de mariage. Le divorce est autorisé et facilité sous Giscard d'Estaing, et chaque décennie il est de plus en plus facilité. En 2004, il existe 4 formes de divorce. Le divorce par consentement mutuel, le divorce accepté, le divorce pour altération du lien conjugal, et enfin, le divorce par faute. En 2013, le divorce s'élargit aux couples homosexuels. Cependant, aujourd'hui, le divorce a des conséquences financières notables, surtout chez les femmes. Déjà, on note une augmentation du nombre de divorces, étant donné que celui-ci est totalement socialement accepté. Mais les femmes voient leur niveau de vie considérablement diminuer après un divorce. La plupart des épouses ajustent leur carrière professionnelle et les mettent entre parenthèses pendant leur mariage.
Donc la reprise d'une vie professionnelle après le mariage est plus difficile, surtout que l'on note que les juges décident à 63% que la garde des enfants est confiée à la maman. Bien que la femme aujourd'hui soit autant voire plus diplômée que les hommes et qu'elle travaille autant qu'eux, ces inégalités salariales se ressentent également sur la baisse de niveau de vie des enfants. S'ajoute à cela la question de la prestation compensatoire qui s'ajuste justement au salaire de la mère qui travaille. On prône donc une image d'une femme indépendante financièrement qui s'assume même après le divorce. Quand auparavant la femme comptait sur sa dot, sur son entourage familial, aujourd'hui la femme s'assume seule. On note du coup que les hommes se remarient plus facilement que les femmes, vu que les femmes ont la charge des enfants. D'un fait relativement rare mais autorisé à une période de total interdit, le divorce touche de plus en plus de couples. Le divorce aujourd'hui n'est plus considéré comme un échec, mais au contraire comme une occasion de renouveau, de nouveaux départs dans la vie. Mais financièrement, on ne peut pas nier que le divorce est un véritable coût pour la société et surtout pour les femmes et les enfants. Donc peut-être qu'aujourd'hui la femme est plus libre de se séparer de son mari, mais financièrement, elle en souffre énormément. J'ai oublié une petite précision, donc on peut ajouter que d'après les travaux du collectif féminicide par un compagnon ex, on a calculé que 29% des 149 féminicides qui ont eu lieu en 2019 concernent des femmes qui étaient en phase de séparation ou qui venaient de divorcer de leur conjoint. Donc quand on dit que le divorce est socialement accepté, on peut quand même faire le constat qu'une partie des hommes ne tolèrent pas que leur femme leur échappe. Donc peut-on dire que la journaliste finalement a raison ? Oui et non. La faute revient surtout à la société qui ne considère pas que le 24 heures sur 24 et le 7 jours sur 7 d'une mère de famille est un travail qui mérite un salaire. Vous me diriez tout ça si j'étais un homme? Alors qu'elle appartenait aux membres de sa famille et qu'elle était protégée de ce fait, jusqu'au 19e siècle, la femme moderne doit s'assumer seule, elle, son travail, ses enfants et son intérieur. Mais sans pour autant que la société lui donne un salaire égal à celui de l'homme. Vous savez, les hommes sont rarement des mères de famille. Voilà, donc c'est la fin de la deuxième vidéo de Anachronique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et on se dit à bientôt.